Et si le plus effrayant cette année n'était pas les licenciements, mais ce qu'ils ont discrètement fait au marché, décembre, les magasins sont décorés comme si de rien n'était. Votre boîte mail regorge d'offres de dernière minute. Pourtant, des pans entiers de l'économie semblent avoir ralenti. Si plus de 1,2 million d'emplois ont disparu ou ont été redistribués, où ce choc a-t-il réellement frappé ? Pourquoi certains endroits paraissent-ils étrangement déserts, tandis que d'autres semblent réclamer désespérément votre attention ? Et que signifie le retrait, même de l'entreprise qui a révolutionné le commerce en ligne ? Pour comprendre où tout cela nous mène, il faut observer la situation sur le terrain, là où la plupart des gens la remarquent en premier. Le centre commercial qui a cessé d'aider le premier. Dans chaque ville, il y a ce centre commercial dont les photos glorieuses continuent de faire le tour des réseaux sociaux. Il y a 10 ans, en décembre, c'était un véritable chaos. Les enfants faisaient la queue pendant des heures pour rencontrer le Père Noël, tandis que leurs parents jonglaient entre chocolat chaud et sacs de courses. Chaque magasin diffusait sa propre musique. Les tables de l'aire de restauration ne désemplissaient jamais. Si vous aviez besoin d'un cadeau, ou si vous recherchiez l'ambiance des fêtes, c'était ici qu'on venait. Le bâtiment vibrait de vie. Traversez-le maintenant et l'ambiance sonore a changé. La même playlist tourne en boucle, mais on peut distinguer les paroles une à une. Des pans entiers de couloirs sont plongés dans la pénombre, comme si on avait oublié d'allumer la lumière. L'escalator mène toujours au 2e étage, mais la moitié de ce qu'il dévoile est constitué de vitres teintées et de panneaux à louer, qui se déforment. Des décorations sont suspendues, mais personne ne se presse en dessous. Aucune pancarte n'indique « fermé pour cause de licenciement ». À la place, on découvre l'espace photo, où le Père Noël avait autrefois toute une équipe, désormais gérée par un seul étudiant épuisé. Un magasin de vêtements qui employait une douzaine de saisonniers ne fonctionne plus qu'avec 2 personnes et une caisse automatique qui semble n'avoir besoin d'aucune surveillance. Un père pousse une poussette devant le magasin de jouets. Ses enfants ont le visage collé à la vitrine. Il leur explique qu'il regarde juste cette année pour trouver des idées. Dans sa poche, il a retrouvé le courriel d'il y a 2 mois. Son service a été restructuré. Le poste a été maintenu. La prime a disparu. L'augmentation a été gelée. Les heures de travail se sont allongées. Avant, il arrivait avec une liste et un budget approximatif, confiant que tout s'arrangerait. Si quelque chose lui plaisait, il l'achetait. Cette année, il parcourt les rayons en faisant silencieusement des soustractions. Le loyer, les courses qui ont explosé sans prévenir. L'assurance maladie qui a englouti l'argent qui lui semblait autrefois une marge de manœuvre. À la caisse, le chariot est 2 fois moins plein que ce qu'espéraient les enfants, et 2 fois plus lourd que son expression ne le laisse paraître. Le centre commercial ne s'est pas éteint d'un coup, il se vide lentement. Pour chaque magasin qui ferme, un autre reste ouvert, mais propose moins de choix, emploie moins de personnel et ose moins. Quand les gens ont moins d'argent à dépenser, ils font moins d'achats impulsifs. Or, décembre dépendait autrefois de ces envies. On le sent dans l'air. Non pas un effondrement, mais un amincissement doux et inquiétant. Et si l'on franchit les portes coulissantes et que l'on regarde de l'autre côté du parking, vers les grands panneaux lumineux qui bordent l'autoroute, on voit la même histoire se répéter sous une autre forme. Grande boutique, petite foule. Le grand magasin à la périphérie de la ville a l'air bien vu de loin. Le parking est illuminé comme un petit stade. Le toit est recouvert de guirlandes lumineuses géantes. Des banderoles annoncent des promotions exceptionnelles et des soldes de dernière minute. On s'attend à une foule immense, un fouillis de chariots, une sorte de joyeux chaos. On se retrouve plutôt face à quelque chose qui ressemble davantage à une scène d'entrepôt suréclairée où la moitié des acteurs étaient absents. Il y a bien des clients, mais pas assez pour justifier l'aménagement du magasin. Quelques enfants, vêtus de manteaux trop légers pour la saison, déambulent entre les étalages. Une poignée d'adultes fixent leur liste de courses sur leur téléphone, comme si les mots pouvaient se transformer d'eux-mêmes en articles moins chers. Les panneaux promettent des promotions annuelles, mais à y regarder de plus près, les prix ne sont pas miraculeux. Ce sont simplement des tarifs ramenés à leur niveau d'il y a 2 ans, affichés en rouge et agrémentés de points d'exclamation. Les téléviseurs, les consoles de jeux, les gadgets haut de gamme, tout ce qui trônait autrefois dans les rayons principaux est toujours là. Mais les quantités sont moindres. Le responsable des stocks a commandé avec prudence cette année. Trop de gros investissements se sont transformés en soldes de janvier. Du côté des employés, c'est la même chose. Les travailleurs saisonniers disaient que décembre était le mois où l'on avait mal aux pieds, mais où l'on gagnait bien son argent. Les chaînes de magasins ouvraient les vannes de leur application de planification à tout va et distribuaient autant d'heures que les gens pouvaient tenir debout. Cette année, un adolescent en gilet bleu explique avoir été embauché avec la promesse d'un emploi à temps quasi plein jusqu'au nouvel an, pour finalement voir ses heures de travail réduites suite à des ventes décevantes en début de période. Un autre employé mentionne avoir reçu un message de la direction rappelant à tous de gérer efficacement les heures de travail, une façon polie de dire « faites plus avec moins de personnel ».
À la caisse, une femme en uniforme d'infirmière vide un chariot rempli d'articles de première nécessité. Chaussettes, pyjamas, quelques petits jouets et une tablette à prix réduit soigneusement rangée au fond. Elle observe le total s'afficher et grimace presque imperceptiblement lorsqu'il dépasse le montant qu'elle avait en tête. Elle jette un coup d'œil au rayon, calcule le temps qu'il lui faudra pour tout remettre en place, puis prend une grande inspiration et laisse la caissière terminer. Elle se rendra compte plus tard de la différence. Ce magasin a été conçu sur le principe que si l'on réunissait suffisamment de produits sous un même toit et qu'on les pratiquait à des prix très compétitifs, les clients trouveraient toujours le moyen de remplir leur panier. Pendant longtemps, cela s'est avéré vrai. Désormais, on sent apparaître autre chose. Des gens qui veulent acheter, qui viennent avec l'intention d'acheter, mais qui abandonnent la moitié de leur projet entre l'entrée et la sortie. Pour les entreprises, face à cette hésitation discrète, la réponse a été de miser davantage sur le design et la stratégie. Des caractères plus grands sur les panneaux, davantage de programmes de fidélité, plus d'applications, plus d'emails. Tout est bon pour inciter le client à franchir le cap invisible entre y penser et passer à l'acte. Mais si c'est ainsi que se présente le lieu de rencontre entre les clients et les produits, une question troublante se pose. Qu'en est-il en amont, dans ces immenses entrepôts de béton à la périphérie de la ville, là où tout ce voyage commence ? C'est là que l'on peut voir ce qui se passe lorsque même le géant du commerce en ligne commence à ressentir le froid. Si cela vous semble un peu trop proche de votre réalité, je suis curieux de savoir ce qui vous touche le plus. Qu'est-ce que vous ne comprenez toujours pas sur la façon dont nous en sommes arrivés là, ou sur ce qui nous attend ? Posez votre question dans les commentaires. Je m'inspirerai de vos interrogations pour aborder les sujets futurs. Et si vous en avez assez d'avoir l'impression d'être le seul à lire ceci, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela permettra à davantage de personnes qui se posent les mêmes questions tard le soir et se demandent si elles sont les seules. L'entrepôt qui ne dort pas. Derrière les magasins silencieux et la foule qui se disperse se cache un tout autre paysage. Des kilomètres de bâtiments bas et sans fenêtres, chacun de la taille d'un quartier, chacun vibrant de tapis roulants et de lumières fluorescentes. Pendant des années, ces entrepôts ont été le cœur battant, en coulisses, de la nouvelle économie des fêtes. Tandis que les centres commerciaux vacillaient et que les rues commerçantes peinaient à se maintenir, les commandes en ligne explosaient. Des cartons bruns ornés de logos souriants s'alignaient sur les porches à travers tout le pays. Les camionnettes de livraison sillonnaient les rues la nuit. Le message était clair. Quoi qu'il arrive au commerce de détail physique, le modèle du cliquer et se faire livrer est indétrônable. Puis le monde s'est remis des années de confinement, et les hypothèses intégrées à ce modèle se sont heurtées à une réalité beaucoup moins prévisible. Lors de l'essor du commerce en ligne, des entreprises comme Amazon et ses concurrents ont embauché massivement. Elles ont ouvert des sites à profusion, les implantant à proximité des autoroutes et des aéroports, pariant sur une croissance continue. Les employés étaient recrutés avec des primes à l'embauche, la promesse d'horaires stables et l'idée qu'il s'agissait de l'avenir du travail et non d'un simple emploi temporaire. À présent, à l'intérieur de certains de ces mêmes bâtiments, l'air est différent. Un employé de l'équipe de nuit raconte comment, il y a 2 hivers, en pleine saison, les alarmes des terminaux portables retentissaient tant le nombre de commandes explosait. Les responsables arpentaient les allées, munis de leurs bloc-notes et de piles de boîtes à pizza, suppliant les employés de rester 1 heure de plus. Les heures supplémentaires n'étaient pas seulement possibles, elles étaient quasiment obligatoires. Cette année, ils scrutent sans cesse les écrans et constatent des lacunes. Les commandes continuent d'affluer, mais le flot s'est transformé en un flux régulier. Suffisant pour payer les factures, certes, mais pas pour justifier l'expansion frénétique que tous croyaient permanente. Les responsables commencent à parler de « optimisation ». Ce mot apparaît dans les courriels concernant la fusion des postes, la réduction des horaires et la réévaluation du nombre d'intérimaires réellement nécessaires. Dans les bureaux, le discours est plus feutré. Au lieu de dire « nous avons mal évalué la durée de cette période de croissance », on parle de restructuration et de priorisation des projets à fort impact. Les divisions expérimentales, autrefois considérées comme infaillibles, ferment discrètement leurs portes. Certaines équipes sont invitées à télétravailler indéfiniment. D'autres sont tout simplement priées de ne plus se rendre sur place. Du côté client, les changements sont subtils jusqu'à ce qu'ils s'accumulent. Les seuils de livraison gratuite augmentent progressivement. La promesse d'une livraison en 2 jours s'étend désormais à 3 ou 4 jours dans davantage d'endroits. Les délais de retour se raccourcissent. Les résultats de recherche sont envahis par les annonces sponsorisées et moins par les résultats organiques, signe que les revenus publicitaires doivent être plus importants pour compenser le ralentissement des ventes. Au siège, personne n'emploie jamais le mot « panique ». Officiellement, tout est présenté comme une décision mûrement réfléchie, un ajustement stratégique. Mais la panique ne se manifeste pas toujours par des cris.
Parfois, elle se traduit par la conscience tranquille que la courbe de croissance sur laquelle vous avez bâti votre entreprise s'aplatit, tandis que les coûts d'entretien de ces immenses bâtiments, eux, ne suivent pas la même progression. Pour les travailleurs qui comptaient sur les heures supplémentaires de la haute saison pour combler leur déficit budgétaire, ces ajustements stratégiques paraissent très simples. Moins d'heures, moins de salaire, plus d'incertitudes. Un chauffeur qui triplait ses revenus en décembre en cumulant les tournées et les livraisons de repas constate désormais qu'il n'y a pas assez de colis pour tout le monde. Un emballeur qui comptait sur une prime de fin d'année, l'élève apprend que cette année, la bouteille d'eau est remplacée par une gourde de marque et un petit mot de remerciement. Quand le géant du commerce en ligne commence à vaciller, les répercussions ne s'arrêtent pas au quai de chargement. Elles se font sentir dans la vie de ceux qui pensaient que décembre sauverait toujours leur année. Et lorsque ces personnes commencent à chercher une autre façon de fêter les fêtes, le tableau qui se dessine en dit plus sur l'état de la classe moyenne que n'importe quelle conférence téléphonique sur les résultats financiers. Les gens qui comptaient sur décembre. Tout un pan de l'économie dépend de ce mois-ci. Les vendeurs dont les horaires doublaient entre Thanksgiving et le Nouvel An. Les magasiniers qui établissaient leur budget en fonction de l'idée qu'ils bénéficieraient d'au moins 2 semaines de congés payés supplémentaires. Les livreurs qui plaisantaient en disant qu'ils vivaient dans leur camion, mais qui appréciaient secrètement leur salaire plus élevé. Ce rythme s'est maintenu longtemps. Le reste de l'année pouvait être difficile, mais décembre était le mois où les chiffres pouvaient enfin tourner un peu en votre faveur. Parlez-en à ces travailleurs maintenant, et le récit sera différent. Une employée du même grand magasin depuis plus de 10 ans décrit le changement en termes simples. Avant, décembre rimait avec personnel supplémentaire, horaires prolongés et responsables, distribuant des plateaux de bonbons pour remonter le moral des troupes. Cette année, explique-t-elle, la moitié des saisonniers n'ont même pas terminé leur formation, les ventes initiales étant trop faibles. Le magasin a réduit les heures d'ouverture prolongées, puis a discrètement renoncé à l'idée de rester ouvert tard la veille de Noël. Les plateaux de bonbons n'ont jamais été distribués. Son salaire est identique à celui de septembre, sauf qu'elle doit maintenant, en plus de tout le reste, faire face aux cadeaux de Noël et à la hausse des factures de chauffage. Un employé d'entrepôt se souvient de la frénésie des mois de décembre précédents, lorsque son téléphone vibrait sans cesse de messages, lui demandant de faire des heures supplémentaires. Il acceptait jusqu'à épuisement. C'était exténuant, mais cela lui permettait de payer les réparations de sa voiture, de s'offrir quelques vacances, de s'acheter quelque chose qui allait au-delà de la simple survie. Cette année, les messages sont différents. On demande aux volontaires de partir plus tôt si le volume d'activité est inférieur aux prévisions. On laisse entendre que quiconque ne respecte pas les nouveaux objectifs de performance, plus ambitieux, pourrait ne plus être nécessaire l'année prochaine. Une livreuse indépendante parcourt son application de livraison, tard dans la nuit, et découvre quelque chose d'inédit. Des créneaux horaires vides. Ceux qui se remplissaient instantanément restent désormais indisponibles, faute de tournées suffisantes pour justifier l'affectation de personnel supplémentaire. Les mêmes clients qui commandaient des cadeaux sur un coup de tête, à minuit préfèrent maintenant fermer leur navigateur. Ce ne sont pas les gens qu'on voit dans les publicités clinquantes. Leur fête ne ressemble ni à des publicités pour des parfums, ni à la présentation de voitures de luxe avec des nœuds géants. Leur fête ressemble plutôt à des listes bien pensées, des annulations discrètes et des conversations autour de la table de la cuisine qui commencent par « Il faut qu'on parle de ce qu'on peut vraiment faire cette année ». Ils comptaient sur décembre pour que l'année leur soit favorable. Au lieu de cela, décembre ressemble désormais à n'importe quel autre mois. En plus, chargé émotionnellement. La déception est d'autant plus vive que les lumières sont allumées. Lorsque ces travailleurs et leurs familles trouvent des solutions pour fêter les fêtes malgré tout, ils ne disparaissent pas. Ils se déplacent simplement. Et leur déplacement révèle où les habitudes d'achat des fêtes cèdent la place à la nouvelle carte des vacances. Si vous voulez voir où Noël se déplace discrètement, vous devez cesser de regarder les lieux qui le définissaient autrefois. Oubliez un instant le centre commercial clinquant et les grandes surfaces. Passez devant le mur de l'entrepôt. Observez plutôt le parking du magasin d'articles d'occasion un samedi matin où une file d'attente se forme soudainement devant la porte avant même l'ouverture. Regardez cette chaîne de magasins à bas prix nichés dans une zone commerciale délabrée. Celle qui était autrefois négligée et dont les chariots sont désormais empilés sur 2 rangs. À l'intérieur de ces magasins, on entend des conversations différentes. Les parents se tiennent devant des étagères de jouets d'occasion en excellent état, vérifiant qu'il ne manque aucune pièce et testant les boutons pour voir lesquels s'allument encore. Une tablette de seconde main, nettoyée et réinitialisée, est placée dans le panier, avec le même soin qu'on réserve habituellement aux objets neufs. Les enfants tirent sur les manches, demandant si cela compte comme un vrai cadeau. La réponse est oui. Le prix, lui, raconte une autre histoire. En ligne.
Les groupes communautaires, autrefois dédiés au partage de recettes ou d'actualités locales, ont vu apparaître des fils de discussion entièrement consacrés à l'échange de vêtements, de vélos et de livres devenus trop petits. Les parents publient des photos des jouets que leurs enfants n'utilisent plus et demandent si quelqu'un souhaite faire un échange. Parfois, ils ne demandent rien en retour. Ils veulent simplement récupérer de la place et le sentiment que l'objet fait encore partie d'un souvenir de vacances quelque part. On entend de plus en plus de conversations qui commencent par « Et si on faisait un Père Noël secret cette année au lieu d'acheter des cadeaux pour tout le monde ?» ou « Et si on décidait que les adultes n'échangent pas de cadeaux du tout ?» Les expériences commencent à remplacer les objets, non pas parce que tout le monde est soudainement devenu minimaliste et éclairé, mais parce qu'une promenade pour admirer les illuminations du quartier est gratuite, contrairement à une pile de boîtes neuves. Les gens continuent de faire leurs achats dans les grandes enseignes et en ligne. Ils recherchent toujours la facilité et la rapidité, lorsqu'ils en ont les moyens. Mais on observe une évolution discrète. Ces options sont désormais perçues comme réservées aux occasions spéciales plutôt que comme des habitudes par défaut. Dans un quartier, une famille renonce au voyage qu'elle avait prévu depuis des années dans un célèbre parc d'attractions. Le coût des vols, des billets et des repas, ajouté à la réalité du loyer et de l'assurance, fait pencher la balance. Ils louent donc un petit chalet à 1 heure de là, apportent leurs propres provisions et présentent cela à leurs enfants comme une aventure. C'est une véritable aventure. C'est aussi une décision budgétaire déguisée en une aventure palpitante. Dans une autre rue, où l'on rivalisait autrefois d'ingéniosité pour les pelouses les plus décorées, la compétition est désormais d'un tout autre ordre. Quelle maison parviendra à créer la décoration artisanale la plus originale avec ce qu'elle a déjà dans son garage ? L'envie est toujours là. L'argent, lui, manque. Rien de tout cela ne se reflète aussi clairement dans les chiffres de vente officiels qu'un Black Friday record à une époque. Mais, pris ensemble, ces éléments indiquent quelque chose de simple. Les gens ont envie de faire la fête. Ils attachent toujours de l'importance aux fêtes. Simplement, ils n'ont pas suffisamment confiance en leurs revenus pour célébrer comme le prévoyait l'ancien système. Si l'on prend du recul et que l'on observe les allées quasi vides à certains endroits, les allées bondées à d'autres, la baisse des heures supplémentaires, la hausse des cadeaux d'occasion, cela commence à ressembler moins à un bruit aléatoire et plus à un message. La question est de savoir si les responsables écoutent réellement. Ce que les magasins vides essayent de nous dire. Il est assez facile d'imputer tout cela à de mauvaises décisions des dirigeants ou à l'évolution naturelle de la technologie. Il est rassurant de penser que le problème vient simplement du fait que les centres commerciaux n'ont pas innové assez rapidement ou que les entrepôts se sont surdimensionnés. Il y a du vrai là-dedans. Les centres commerciaux ont suivi des tendances qui n'ont jamais vraiment pris. Les entrepôts ont supposé que la flambée des prix liée à la pandémie durerait indéfiniment. Les grandes surfaces et les détaillants en ligne ont habitué les clients à des remises importantes, puis ont reculé lorsque ces mêmes clients ont refusé de payer le prix fort. Mais le vide que l'on observe à certains endroits en ce mois de décembre n'est pas qu'une question de stratégie. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental, la marge de manœuvre dont disposent les gens ordinaires entre leurs revenus et leur survie. Quand le loyer et les mensualités de l'emprunt absorbent la moitié du salaire avant même le début du mois, il reste moins de place pour la décoration et les gadgets. Quand le prix des courses explose à cause de l'inflation, des problèmes d'approvisionnement et des décisions des entreprises, l'argent qui aurait pu servir à acheter une deuxième console ou un sac de créateur se retrouve discrètement dans le panier des produits de première nécessité. Les entreprises réagissent de manière prévisible. Elles augmentent leurs prix là où elles le jugent possible. Elles réduisent leurs effectifs là où elles estiment que c'est nécessaire. Elles diminuent leur stock pour éviter les invendus. Elles investissent davantage dans les programmes de fidélité et la publicité, espérant ainsi soutirer un peu plus d'argent à des consommateurs déjà mis à rude épreuve. De loin, cela peut ressembler à une guerre froide entre des consommateurs prudents et des entreprises anxieuses, chacune essayant de protéger ses propres chiffres. De près, on dirait un grand nombre de personnes qui font des calculs. Un cadre intermédiaire dans un secteur réputé stable, ayant survécu à une vague de licenciements, mais ayant perdu tout sentiment de sécurité. Un travailleur indépendant dont les heures ont été réduites par un algorithme. Un enseignant dont le district a gelé les salaires, tandis que les impôts fonciers augmentaient. Chacun d'eux, entrant dans un magasin ou ouvrant une application, se demande, souvent pour la première fois, « En ai-je vraiment besoin ?» Et plus souvent qu'auparavant, la réponse est non. Les magasins vides ne sont pas le problème principal. Ils en sont un symptôme. Voilà ce qui arrive quand plus d'1 million de personnes perdent leur emploi en 1 an et que beaucoup de ceux qui le conservent peinent à subvenir à leurs besoins essentiels. Voilà ce qui arrive quand les actionnaires sont protégés avec plus d'acharnement que les consommateurs ou les employés. Voilà ce qui arrive quand toute une culture fondée sur la consommation à outrance se heurte aux limites d'un salaire qui n'a pas suivi la croissance de toutes les dépenses qu'il est censé couvrir.
Si vous tendez l'oreille, le silence qui règne dans ces allées n'est pas vide. Il est chargé de questions sur l'avenir. Ce chiffre de 1,2 million de licenciements fait la une, certes, mais il est le fruit de longues soirées passées à réfléchir, de cadeaux rayés des listes, de voyages discrètement annulés. J'aimerais connaître votre point de vue. Quelle est la question qui vous obsède cette saison, concernant le travail, l'argent ou l'avenir? Partagez-la dans les commentaires. Je les lis et ils orientent mes prochaines recherches. Si cela vous a aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que d'autres personnes, plongées dans les mêmes réflexions nocturnes, puissent en profiter.